Bienvenue à tous pour cette 6e compétition manitobaine de ma thèse en 180 secondes. Je m'appelle Kelly Main, doyenne de la Faculté des études supérieures. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette édition 2025 enregistrée en condition en direct. Cette année encore, nous avons une panel d'étudiants francophones parmi les plus méritants qui ont travaillé fort pour participer à cette compétition. Je leur souhaite bonne chance et vous laisse avec notre maître de cérémonie, Jean Reguier, professeur d'immunologie. Merci doyenne Kelly Main. Je suis ravi de vous avoir ici. Comme vous l'avez dit, doyenne Main, la sixième année consécutive que nous avons cette compétition ici de ma thèse en 180 secondes au Manitoba, enregistrée, il faut le dire, en condition du direct et qui sera retransmise sur la chaîne YouTube de l'Université du Manitoba. Je suis Jean Reguier, je suis professeur d'immunologie et de médecine interne, section gastroentérologie à la faculté Radi des sciences de la santé et je serai votre maître de cérémonie. Petite note, avant de démarrer, il y a des photos qui vont être prises ici dans la salle, donc il y a une possibilité que vous soyez visible sur les réseaux sociaux. Donc c'est une note assez importante ici. Si vous ne le voulez pas, faites un signe au photographe. Avant de commencer, je voudrais rappeler que les campus de l'Université du Manitoba sont situés sur les terres d'origine des peuples Anishinaabe, Aniniwak, Anishinaabe, Dakota Oyete, Dene et sur le territoire national des Métis de la Rivière-Rouge. Nous respectons les traités qui ont été conclus sur ces territoires, nous reconnaissons les préjudices et les erreurs du passé et nous nous engageons à aller de l'avant en partenariat avec les collectivités autochtones dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Alors, merci à tous ceux qui sont venus ici ce matin. Merci à tous ceux qui sont derrière leurs écrans, télévision, tablettes, ordinateurs, téléphones. Ouais, il y a quand même beaucoup de moyens techniques en ce moment pour voir nos compétiteurs, pour voir peut-être des membres de leur famille, des amis qui participent à cette compétition. Alors pour rappel, cette compétition, c'est quoi? Ma thèse en 180 secondes a été organisée pour la première fois à l'Université du Queensland en 2008 et elle permet aux étudiants des études graduées de présenter leurs recherches de manière simplifiée. Depuis 2012, eh bien, c'est l'ACFA au Canada qui fait la promotion de cette compétition dans le milieu francophone. Je voudrais aussi rappeler que le grand gagnant, la grande gagnante ce matin participera à la compétition nationale qui aura lieu au mois de mai à Montréal et qui compétira avec les autres gagnants des autres différentes provinces. Ça va être un challenge assez important pour la personne qui représentera donc le Manitoba. Alors avant de vous expliquer les modalités de cette compétition et de vous présenter les juges, je voudrais remercier les sponsors parce qu'évidemment, bien sûr, sans les sponsors, il n'y aurait pas de compétition. Et les sponsors sont le gouvernement du Québec, l'ambassade de France au Canada, l'ACFA national, l'ACFA Manitoba, l'Université du Manitoba, la faculté des études graduées et aussi le journal La Liberté et l'Alliance française du Manitoba. Merci à vous finalement de soutenir cette nouvelle génération de scientifiques et surtout cette potentielle nouvelle génération de communicateurs scientifiques. Et on le sait, au vu de ce qu'on a vu au cours des dernières années, on a bien besoin de nouveaux communicateurs scientifiques. Alors, la compétition, comment elle va se dérouler? Eh bien, tout simplement, chaque compétiteur, compétitrice, challenger va avoir une minute, non, peut-être pas une minute, je vais peut-être pas réduire à une minute, peut-être je vais vous donner 3 minutes, 180 secondes, allez, 180 secondes et pas une seconde de plus, voilà ce que je voulais dire, sans quoi vous allez être disqualifié. 180 secondes pour faire quoi? Eh bien pour présenter leurs travaux de thèse, et vous savez qu'une thèse, normalement, c'est 365 pages, 400 pages ou 200 pages, et là, il faut réduire tout ça à moins de 3 minutes. Donc, ils vont pouvoir le faire grâce à une seule et unique diapositive. Pendant ce temps-là, eh bien, le compteur que vous ne voyez pas, qui est devant moi ici, eh bien, un compteur qui affiche 3 minutes, et les secondes vont s'égrener jusqu'à 0. Donc, comme je l'ai dit,
il y a aussi cette pression du chronomètre qui tourne devant eux. Pendant ce temps-là, que vont faire les juges? Eh bien, les juges vont noter la qualité oratoire, la capacité de vulgarisation, mais aussi la structure du texte lors de la présentation. Ils vont noter ça, ils ont des fiches, ils vont pouvoir donner des notes pour chaque item. Et une fois que les 5 candidats seront passés, eh bien, les juges se retireront dans une salle afin de délibérer et de nous revenir avec un classement allant de 5, 4, 3, 2, 1, jusqu'à celui ou celle qui présentera le Manitoba à la compétition nationale. Alors, qui sont les juges aujourd'hui? Nous avons la docteure Clotilde Joquem, qui est postdoctorante et qui est communicatrice scientifique. Merci à vous d'être là ce matin. Nous avons le directeur de la radio Envol FM 91, Denis Michel Thibault. Bonjour. Nous avons Jean-Michel Martin, qui est le gestionnaire des laboratoires de l'Université de Saint-Boniface. Bonjour. Nous avons le journaliste Hugo Beauchamp du journal La Liberté. Bonjour Hugo. Et enfin, nous avons Madame Claire Lemeur, qui est responsable culture à l'Alliance française du Manitoba. Merci à vous d'être là, d'avoir pris le temps ce matin sur vos agendas très chargés afin de donner votre avis et puis de voir finalement quelles sont les possibilités pour ces futurs chercheurs, mais aussi futurs communicateurs scientifiques. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris ici ce matin. Pour ceux qui sont à travers les écrans, vous pouvez soutenir nos candidats et nos candidates en utilisant les différents hashtags qui sont présentés, je pense, sur la diapositive. Oui, ici, UM Grad Study, UM Manitoba, MB180, ACFA. Donc, faites la promotion. Il l'en mérite et il le mérite bien. Je pense que j'ai dépassé mes 180 secondes largement. Je pense que je suis totalement disqualifié. C'est pourquoi je vais laisser la place à la compétition et on va accueillir notre première compétitrice qui est Olivia Louette du département de microbiologie médicale et maladies infectieuses et qui va nous présenter sa présentation qui est Au-delà de l'aiguille, l'effet d'injecter de la méthamphétamine sur le système immunitaire. 40 millions de personnes. Ça, c'est la population du Canada aujourd'hui. C'est aussi le nombre de personnes qui sont décédées du virus immunodéficience humaine, ou VIH. En Manitoba, le nombre de cas de VIH augmente rapidement. Et en 2023, le taux d'infection dans la province était 3 fois plus grand que le taux national. Même avec les programmes de distribution des aiguilles propres, la majorité des personnes infectées avec le virus en Manitoba injectent les drogues, spécifiquement la méthamphétamine. Il y a les études qui démontrent que les cellules exposées aux méthamphétamines dans le laboratoire sont plus facilement activées et produisent plus de protéines inflammatoires. Mais il y a un manque d'études en utilisant les cellules isolées des personnes qui injectent les drogues. C'est pour cette raison que ma projet est d'analyser la quantité de cellules immunitaires activées et le niveau d'inflammation dans le sang des personnes qui injectent les drogues. Imaginez que le système immunitaire est comme une armée. Les soldats sont les cellules immunitaires activées. On pense normalement que plus de cellules activées égale plus de protection. Mais ce n'est pas le cas avec le VIH. Le VIH infecte principalement les cellules activées. Mon hypothèse est que la méthamphétamine va augmenter le niveau d'inflammation et augmenter la quantité de cellules immunitaires activées. Et ça va donner le VIH plus de soldats à tuer ou plus de cellules à infecter. Maintenant, le VIH a un environnement parfait pour établir une infection plus sévère et une maladie qui ne répond pas aux médicaments antirétroviraux. Et on voit ça dans la province. Du perspective de santé publique, c'est un grand problème. Les personnes qui sont infectées avec le VIH qui ne répondent pas aux médicaments posent un risque de continuer à le transmettre.
et ça peut devenir un cycle sans fin. Si on veut comprendre comment on peut mieux prévenir et traiter le VIH dans la démographie le plus à risque en Manitoba, on doit premièrement comprendre comment l'injecter la méthamphétamine impacte le système le plus important dans l'infection, le système immunitaire. Merci. Merci Olivia pour ces 180 secondes. On en sait un peu plus sur l'effet de la méthamphétamine sur les cellules immunitaires. On va donner un petit peu de temps aux juges afin de finaliser leurs notes. Et pendant ce temps-là, si vous voulez, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux et soutenir nos candidats, notre candidate Olivia Lewitt ici, qui vient de passer à l'instant. Donc, notre deuxième candidat, c'est Dario Lorenzoni du département de physique et d'astronomie. Et le titre de sa thèse est « Quelle est l'origine primordiale de notre univers ?» Dario, vous avez 3 minutes. Quelle est notre place dans l'univers? Comment sommes-nous arrivés là? Et quels secrets se cachent dans le ciel autour de nous? Voici certaines des questions que l'humanité se pose depuis la nuit des temps en observant le ciel. Au cours du dernier siècle, l'étude de l'univers sur ses plus vastes échelles a pris le nom de cosmologie, progressant rapidement grâce aux avances technologiques et aux contributions de certains scientifiques tels que le professeur Jim Peebles, winnipégois, étudiant à cette université, qui a gagné le prix Nobel en physique. En résolvant les équations d'Einstein qui décrivent la nature de l'espace et du temps, et en observant des galaxies lointaines, nous avons compris que l'espace qu'on habite est en expansion, c'est-à-dire tout s'éloigne de nous. Si on remontait le temps en suivant cette expansion en arrière, nous verrions les galaxies se rapprocher, on assisterait à la naissance des premières étoiles et on arriverait enfin à une époque de température incroyable, auquel les atomes n'auraient pas encore pu se former. Avant cela, nos lois de la physique cessent de fonctionner. Ces temps primordiaux sont mon terrain de jeu. Ma recherche vise à formuler des hypothèses pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé aux origines de l'univers et à prédire les effets que de tels événements pourraient avoir sur le cosmos qu'on observe aujourd'hui. Notre plus solide théorie de l'univers primordial prévoit que l'espace commença par une phase d'expansion extrêmement rapide. En une fraction de seconde, la taille d'un atome aurait été étirée jusqu'à celle de notre galaxie tout entière. Cette idée, appelée inflation cosmique, peut sembler folle. Cependant, nous pouvons la tester avec une précision incroyable grâce aux données de nos télescopes et satellites. Dans ma recherche, je résous des équations mathématiques pour comprendre comment exactement cette expansion aurait pu avoir lieu, et je développe des programmes informatiques pour en calculer les conséquences, comparant cela aux plus récentes données astrophysiques. Voici un des tests sur lesquels je travaille. Pendant cette période d'inflation, des fluctuations quantiques d'énergie pourraient apparaître. En s'élargissant, elles pourraient donner naissance à la formation de structures cosmiques, c'est-à-dire les galaxies. Cependant, si ces fluctuations étaient assez massives, elles pourraient s'effondrer sur leur propre poids, formant des microscopiques trous noirs primordiaux. Comme leurs cousins stellaires, ils n'émettent pas de lumière et sont donc extrêmement difficiles à détecter. Or, c'est grâce à cette invisibilité, si on veut, qu'on pense qu'ils pourraient constituer ce qu'on appelle la matière noire, qui représente la majorité de notre univers. Dans le futur proche, nous pourrions tester l'existence des trous noirs primordiaux et donc notre compréhension de l'univers primordial, de l'inflation et de l'histoire de l'univers en observant comment ces trous noirs primordiaux déforment l'espace-temps autour d'eux. Cette recherche explore certaines des énigmes les plus fascinantes de la physique et espère nous rapprocher aux réponses de nos questions existentielles. Merci. Merci Dario. On va laisser les juges noter Dario. On peut voir que les juges font ça avec beaucoup de sérieux, prennent bien leur temps, prennent bien des notes, comptabilisent les points, regardent par rapport aux candidats précédents. Je pense que c'est bon, on va pouvoir passer au troisième candidat, qui est une candidate, Faït Ainzenati. Elle est doctorante au département d'immunologie. Et le titre de sa thèse, Impact de l'absence de la chromographine A sur la composition du microbiote et les acides gras à chaîne courte dans le contexte de la physiologie intestinale. Fazia, vous avez 3 minutes.
Est-ce que ça vous arrive de vous demander ce que serait notre vie sans les micro-organismes? Je sais, tout le monde doit penser au fromage. Moi, la première, je ne pourrais pas vivre sans. Mais il y a aussi d'autres aliments comme le vin, qui est un mets prisé par tout le monde. Mais si je vous disais que sans ces micro-organismes, aucun être vivant ne serait sur Terre? Eh oui. Si vous regardez autour de vous, sur votre corps et à l'intérieur de vous-même, ces micro-organismes sont partout. N'ayez crainte, la plupart ne mordent pas. C'est le contraire. Maintenant, j'aimerais vous emmener avec moi dans vos intestins. Si vous regardez de plus près, ces micro-organismes qui sont des ouvriers travaillent sans relâche. Il y a des fibres dans notre corps que notre corps n'arrive pas à assimiler. Ces micro-organismes font en sorte de les transformer et de les assimiler en acides gras à chaîne courte. Mais alors, qu'est-ce que ces acides gras à chaîne courte font? Ces acides gras sont là afin de protéger notre corps des menaces extérieures, mais pas que, également des menaces intérieures, notre propre corps, afin de réduire l'inflammation et bien d'autres. Mais ces acides gras à chaîne courte ne sont pas équilibrés à l'intérieur de nous. On pourrait trouver un moyen de faire en sorte que cet équilibre se fasse et de voir si c'est possible de les utiliser afin de nous prévenir de tout danger. Donc, en quelque sorte, ces acides gras à chaîne courte seraient comme un allié avec notre corps, qui est notre propre armée, qui est notre système immunitaire. Ce que je fais dans ma thèse est que j'essaye de voir quelles sont les quantités qu'on pourrait avoir dans notre corps, les différents pourcentages, afin de savoir lequel est le plus adapté à notre corps. Maintenant, j'aimerais que vous imaginez un monde où cette formule magique, comme je l'aime à le dire, pourrait nous aider à surmonter plusieurs maladies, mais également à éradiquer des infections. Merci. On va laisser les juges noter Fazia. Je crois que c'est bon. C'est bon. On va passer à notre quatrième candidat. Notre quatrième candidat qui est Brian C. Nat Nguyen et qui est doctorant au département de sciences de l'alimentation et de la nutrition. Et le titre de sa thèse est « Études sur les polyamines en grains d'orge ». Bonne chance, Brian. Bonjour. Savez-vous que les céréales jouent un rôle important dans l'histoire de l'humanité? De l'Orient jusqu'à l'Occident, on trouve des champs de céréales qui nourrissent les populations de plusieurs empires. Et l'orge, l'une des céréales les plus anciennes et le plus cultivée dans des terres parfois difficiles, faisait partie intégrante dans leur alimentation. Mais imaginez maintenant dans la planète du Petit Prince. C'est un monde stérile, c'est comme envahi par des barbares, et le Petit Prince, désespéré, invite Cérès, la déesse des moissons, à l'aider. Cérès est une déesse des moissons qui est vénérée par la civilisation occidentale pour protéger les récoltes. Cérès est venu et lui proposait de lui donner de l'orge. Mais le Petit Prince se demande, mais pourquoi de l'orge? Et Cérès a répondu mystérieusement, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et c'est exactement la question que notre laboratoire cherche à comprendre. L'orge, au-delà de ses propriétés agricoles, cache un secret incroyable. C'est les polyamines. Les polyamines sont des petites molécules, mais vraiment puissantes parce qu'elles servent à réparer notre corps et elles aident à la croissance corporelle. En effet, elles sont vraiment bien et vraiment essentielles pour notre bien-être. Et malgré leur taille minuscule des polyamines, il y a des méthodes chimiques pour comprendre et chercher la présence des polyamines. Et dans ma thèse, comme j'ai trouvé une quantité significative des polyamines dans les grains d'orge,
Et surtout, ça se trouve dans les couches extérieures des radars. Et le mieux, c'est qu'elles sont vraiment faciles à enlever, à extraire par des machines spéciales. Et le petit prend maintenant à comprendre que le large n'est pas seulement comme une plante qui pousse bien dans les terres peu fertiles comme sa planète, mais aussi ça recèle un trésor invisible mais essentiel pour notre corps. C'est des polyamines. Et le petit prince, il espère qu'un jour, sa planète deviendra belle et remplie de civilisations comme la nôtre. Merci. Merci Brian. On va laisser les juges quelques minutes, le temps de noter Brian et de donner quelques commentaires à Brian. Ça travaille dur. Je vois quand même qu'il y en a qui sont quand même beaucoup plus rapides que d'autres, et c'est toujours les mêmes. Allez, on va passer à la dernière candidate, qui est Camilla Chacon, qui est étudiante doctorante au département de physiologie et pathophysiologie ici à l'Université de Manitoba, et qui va nous raconter les liens entre les circuits locomoteurs spinaux et la fonction autonome. Camilla, vous avez 3 minutes. Qui aime faire l'exercice? Moi, je l'aime. Mais avez-vous déjà pensé à la manière dont notre corps maintient des efforts d'énergie élevés pendant l'exercice? Ça, c'est grâce à notre cerveau et notre moelle épinière. Notre cerveau envoie des signaux à notre moelle épinière pour initier le mouvement et activer les neurones du système spinaux qui contrôlent nos fonctions autonomes comme la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Ces activations sont ce qui nous permettent de maintenir des efforts d'énergie élevés pendant l'exercice. Maintenant, imaginez que vous êtes une des 80 000 Canadiens vivant avec une lésion de la moelle épinière. Dans ce cas, les signaux ne peuvent plus passer de votre cerveau à vos organes. Le problème le plus visible, c'est la perte de mouvement. Mais si vous avez une lésion au niveau du cou, par exemple, vous allez pouvoir souffrir d'une intolérance sévère à l'exercice. Mais pourquoi? C'est parce que votre système sympathique ne fonctionne plus correctement. Vos fonctions autonomiques peuvent plus s'activer et donc vous ne pouvez plus soutenir l'exercice. À cela se rajoute le fait que ça peut provoquer les complications, comme les problèmes cardiaques. Et ça, c'est une des causes majeures des décès chez ces personnes. Au cours des dernières années, un traitement nommé la stimulation épidurale utilise l'électricité pour stimuler la moelle épinière. Ce traitement aide à retrouver le mouvement sous le niveau de la lésion. Mais il a été aussi démontré que ça peut améliorer les fonctions sympathiques et les actions sur le cœur. Mais le mécanisme qui favorise ces améliorations, ce n'est pas connu. Au cours de ma thèse, j'ai mis l'hypothèse que ça pourrait être dû à les neurones dans la moelle épinière. Je me suis intéressée à un groupe de neurones nommé les interneurones V3 qui sont involucrés dans le mouvement. Les V3 ont aussi des connexions à les neurones sympathiques, des connexions qui peuvent être activées. Maintenant, à l'aide de la stimulation optogénétique qui utilise la lumière pour activer les neurones, je cherche maintenant à savoir lesquels de ces neurones sympathiques sont activés par les V3. Cela va nous permettre de mieux comprendre quels sont les tissus et organes qui sont activés par les V3 pour maintenir l'exercice. Je pense que ce système est plus général et que ça peut activer plusieurs systèmes pour aider à maintenir ces effets. Alors, je vous repose la question. Qui aime faire l'exercice? J'espère qu'avec mes recherches, les personnes qui ont des lésions de la moelle épinière pourront améliorer leur fonction sympathique pour faire de l'exercice afin de pouvoir lever la main avec nous. Merci.
Merci Camilla, c'était notre dernière candidate ce matin. On va laisser quelque temps au juge pour finaliser la notation de Camilla et puis après on va demander au juge de se retirer et ils vont nous revenir d'ici quelques minutes avec un classement. Donc on vous retrouve d'ici à quelques minutes. À tout de suite. Et nous voici de retour pour le moment tant attendu. Les résultats, alors nos juges ont travaillé très fort, vous ne le voyez peut-être pas sur Internet, ça va être coupé au montage, mais ils ont passé presque plus d'une demi-heure à délibérer. Donc on voit bien que la compétition était assez serrée, très certainement pour les deux premiers ou trois premiers. On va maintenant ouvrir les enveloppes comme aux Oscars, aux cérémonies qui sont importantes. Yes, oui, je vais demander. Oui, yes, oui. Bah, je pense que je vais demander à tous les candidats de venir se placer ici devant. Et on va donner les prix en marche arrière. 4, on peut les applaudir encore, oui. Donc, on va présenter les prix en marche arrière. 4, 3, 5, 4, 3. Et après, je vais demander aux deux premiers d'être ensemble. Et à partir de là, j'annoncerai le vainqueur. Donc, automatiquement, la deuxième personne, elle saura qu'elle est arrivée deuxième, mais elle aura aussi droit d'avoir son certificat et ses cadeaux. Donc, on va commencer par la 4e place. Non, mais ça va vraiment pas cette année. La 5e place, on va y arriver. Bon, c'est un peu difficile parce que je vais essayer d'avoir le micro et de venir devant. On va voir si ça fonctionne. Alors, la 5e place. C'est comme sous toute cérémonie, on n'arrive pas à ouvrir les enveloppes. Hein. Ok. 5e place. Oui, c'est bien la 5e. Ok, la 5e place est attribuée à Olivia Ouette. Félicitations. La 4e place, moi je vais changer de la tactique, hein. Ça va être plus simple comme ça. La 4e place est attribuée. La 4e place est attribuée. Ah, j'ai oublié de dire qu'il y a un prix de $100, oui, vous le voyez, à l'écran pour la 5e place. Un prix, oui, de $200 pour la 4e place. Et la 4e place, elle est attribuée à Fazia. Ah ouais, ça avançait déjà. Ça avançait déjà. À Fazia Idzenati. Merci. Ok. 3e place. Je pense que c'était même plus simple de juste regarder sur le certificat le nom. Ça sert à rien finalement d'ouvrir les enveloppes. Et la 3e place est attribuée à Brian. Tiens. Alors 3e place, un prix de $400 et encore un cours à l'Alliance française. Ah ouais. Merci. Bon. Ok, no, I'm gonna take the other one, the first one. Et qui va avoir la première place des deux candidats aux extrémités, là, mettez-vous ensemble. Alors, la première place, un prix de $1000, un abonnement au journal numérique La Liberté, des prix pour l'Alliance française. Eh bien, ce prix, il est attribué, et surtout, la personne qui représentera, et ça c'est le plus important, la personne qui représentera le Manitoba à la compétition nationale au mois de mai, tout frais payé, voyage. Ça vous intéresse tous les deux? Vous êtes tous les deux intéressés? Allez, je ne vais pas laisser le suspect agir plus longtemps. Le prix est attribué à Camilla. Yeah. Et donc automatiquement, le deuxième prix est attribué à Dario. Dario, voilà pour vous le deuxième prix, mais aussi avec de l'argent, $750 et aussi un prix pour l'Alliance française. Merci à vous.
Merci, je pense qu'on peut tous les applaudir. Et avant de refermer cette compétition, je voudrais encore rappeler que sans les commanditaires, eh bien, tout ça ne serait pas possible. On a nos partenaires financiers et nos partenaires aussi en cadeau. Je ne vous ai pas remis les deux sacs qui restent, mais nos partenaires financiers sont Québec, le gouvernement du Québec, l'ACFA National, l'ACFA Manitoba, l'ambassade de France au Canada, l'Alliance française, La Liberté. Merci à eux de supporter cette nouvelle génération de scientifiques et surtout de communicateurs scientifiques, de futurs communicateurs scientifiques, parce que c'est très important, on le sait, en voyant ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que c'est important de ramener la preuve par la science. Donc les communicateurs sont devenus essentiels. Je remercie aussi des juges qui étaient parmi nous ce matin, Dr Clotilde Jequin, Claire Lemeur, Hugo Champ, Jean-Michel Martin et Denis Michel Thibault. Merci à vous d'être venus ce matin et d'avoir donné un peu de votre temps. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose en sciences sur des sujets qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, comme les trous noirs, la création de l'univers. Ouais, pour vous non plus, pour lui non plus, apparemment c'est assez compliqué. Il y a d'autres sujets qui se prêtent des fois plus à la vulgarisation scientifique, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et je voudrais encore féliciter Camilla, parce que c'est elle qui va nous représenter, qui va représenter le Manitoba à Montréal le 7 mai lors du 92e congrès de l'ACFA. Je vais vous souhaiter bonne chance, Camilla, là-bas, et avec tous les espoirs de tous les gens qui sont ici au Manitoba. On va tout mettre ça à l'intérieur de vous. Merci à vous. Et nous, on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle compétition de ma thèse en 180 secondes, 7e édition. Miigwech, goodbye, à bientôt, au revoir.